Voilà. Alors, donc, bonjour Monsieur le député Cherpion. Je vous remercie d'avoir accepté cet échange autour des conséquences de la crise Covid sur les Jeux Olympiques, et qui permettra également de pouvoir aborder différentes questions sur finalement l'intérêt, les différentes conséquences et intérêts des Jeux Olympiques. Donc, Monsieur le député Cherpion, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire qui vous êtes? Merci d'abord d'avoir choisi de me prendre dans ces assises de la recherche stratégique 2020 et d'intervenir sur des sujets qui me paraissent essentiels, et en particulier sur effectivement la cybersécurité, mais aussi finalement l'incidence de la crise sanitaire sur l'évolution de ces dossiers. Alors, je suis Gérard Cherpion, je suis fait pharmacien d'origine, et j'ai été président de la Chambre de commerce de Saint-Dié-des-Vosges. Ensuite, j'ai également été président de la Chambre régionale de Lorraine, de commerce et d'industrie de Lorraine. J'ai été vice-président du Conseil économique et social, et je suis entré en fait en politique par le Conseil régional de Lorraine, où j'étais vice-président, en charge d'ailleurs des questions de formation et d'enseignement. Et ensuite, j'ai été élu député voilà, en 1993, c'est ancien déjà, et battu en 1997 et réélu depuis jusqu'en 2017, date de la dernière élection législative. Je suis membre de la commission des affaires sociales depuis toujours, et j'ai choisi cette commission parce qu'elle est en fait, c'est une commission qui traite de l'humain, de l'homme, avec un grand H. Et à tout ce qui est lié à la santé, qui est lié aux affaires sociales, qui est lié au dialogue social, qui est lié au travail, qui est lié même, ça va jusqu'aux anciens combattants, mais voilà. C'est-à-dire que c'est véritablement l'homme, avec toujours avec un grand H, dans sa diversité, dans la plénitude de ses actions. Ce qui me passionne depuis toujours, puisque j'ai aussi, dans cette vie à la fois politique et économique, j'ai créé 2 centres d'apprentissage, l'un en métier de la métallurgie, l'autre dans la plasturgie, et j'ai également créé un centre de formation au métier de la montagne. Et si vous avez le plaisir de venir dans les Vosges, eh bien, il faut prendre des accompagnateurs en moyenne montagne pour visiter nos jolies montagnes. Ah, avec plaisir. Alors, Monsieur le député, les Jeux Olympiques se profilent. En ce moment, en fait, la préparation bat son plein. C'est un moment important pour les organisateurs. Et en fait, Paris avait annoncé un double challenge dans les JO qui était très important. C'est construire les Jeux les plus numériques de l'histoire olympique et aussi en faire un catalyseur de l'emploi. Alors, on comprend bien que avec ce challenge, la cybersécurité s'insère évidemment dans ces perspectives, ces perspectives de l'évolution du numérique et ces perspectives d'emploi. Donc, à votre connaissance, auriez-vous quelques chiffres et comment voyez-vous la cybersécurité s'insérer dans ces perspectives d'emploi? Et je pense que nous sommes dans la société du numérique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'ailleurs, nous sommes dans la société du numérique. Qui prend une place extrêmement importante dans notre quotidien. Le numérique, finalement, je veux dire qu'il est partout, il est dans tous les foyers, il est à travers de l'utilisation très simple d'un smartphone, etc. Je veux dire que c'est tous les jours, aujourd'hui, je crois que presque tout le monde utilise le numérique de gré ou de force. Donc, la place du numérique et je le dis parce qu'il y a encore quand même un certain nombre de réticences ou de difficultés à l'obtenir. Donc, je pense que faire des jeux, effectivement, en enjeu numérique, c'est extrêmement important. Mais c'est aussi, quelque part, c'est lié aussi à la cybersécurité, mais c'est aussi un moyen aussi de pouvoir contrôler et de pouvoir, éventuellement, en cas de
reprendre le terme qui est utilisé, de jauge maximale d'entrée dans un stade, de pouvoir limiter la billetterie, etc., de pouvoir faire les réservations, de pouvoir aussi faire les réservations hôtelières, des choses qui paraissent très simples, mais tout ça, c'est lié au numérique. Et tout ça peut-être avoir aussi des conséquences en termes de cybersécurité. Et puis, c'est une opportunité extraordinaire pour développer l'emploi, je pense, parce que nous avons besoin d'attirer des gens vers les métiers de la sécurité, de façon globale. Je ne parle pas uniquement de la sécurité, cybersécurité, mais vers la sécurité et vers la cybersécurité. Aujourd'hui, on a environ 24 000 emplois en cybersécurité. Ça représente à peu près pour les entreprises qui sont en charge de la sécurité, ça représente à peu près 3% de leur effectif. Et l'objectif, ce serait d'arriver à 8%. 8% de l'objectif, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous ayons environ 3500 personnes qui soient formées vers les métiers de la sécurité pour les Jeux de 2024, qui ne sont pas, pour moi, un objectif final, mais qui sont le début d'un tremplin pour développer la cybersécurité dans notre société. Je vous le disais tout à l'heure, la cybercriminalité, hélas, progresse plus vite que la cybersécurité encore actuellement. Donc nous avons, vous et moi, du travail, du pain sur la planche, je vais dire, surtout vous, pour les années à venir. En effet. Il faut véritablement qu'on forme dans des métiers avec, à mon sens, des métiers de compétences techniques. Je pense par exemple à les applications, la sécurité et la sécurisation des applications, les accès, les identités, des compétences fonctionnelles, la protection des informations en particulier, par exemple, et puis des compétences transverses qui sont l'adaptation, la flexibilité des différents métiers et le respect, bien évidemment, et c'est très important, des règles de confidentialité qui sont aussi et qui font partie véritablement, à mon sens, de ça. Mais ça, je pense que là, vous connaissez ça mieux que moi et vous êtes plus à même probablement de développer ces sujets. Alors, je vous remercie. C'est vrai que 3500 emplois par an, c'est énorme en fait, sachant qu'aujourd'hui, on arrive à produire à peine 1000 à 1500 ingénieurs, analystes en France, sur tout le territoire. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, c'est vrai que la question va se poser de comment amplifier ces rythmes en fait de formation. Il y a aussi dans la question de la transformation en fait des emplois, donc l'avant et l'après Jeux Olympiques. C'est un sujet qui paraît extrêmement important parce que l'idée n'est pas de former des personnes one shot. En fait, il faut que les connaissances soient réutilisables. Comment voyez-vous quelle perspective voyez-vous pour ça? C'est-à-dire que former pour former, ça ne sert à rien. Oui. C'est stérile. Former pour former ne sert strictement à rien. Il faut former pour l'emploi. Ce qui veut dire que les personnes qui vont être formées dans ce cadre-là, que ce soit en cybersécurité ou que ce soit en agent de sécurité, simplement, ça nécessite d'avoir pour eux la possibilité d'envisager une carrière, un plan de carrière, et se dire que lorsque l'on est agent de sécurité dans un grand magasin, ce n'est pas un objectif final, c'est un tremplin pour ensuite pouvoir développer d'autres formations. Donc pour moi, l'idée de la sécurisation, c'est l'idée d'un parcours. Et le parcours, il sera différent selon les uns et selon les autres, en fonction de leur culture, en fonction de leur milieu socio-professionnel, en fonction des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, en fonction aussi de leurs compétences et des atouts qu'ils peuvent développer. Et je pense que c'est d'abord sécuriser le parcours. Il faut que nous ayons cette volonté de sécurisation du parcours professionnel et il faut que nous ayons aussi cette volonté d'adaptation véritablement de nos formations et des formations, je veux dire presque individuellement. Parce que nous sommes tous différents, parce qu'il y a des formations qui peuvent être des socles communs, certes, mais ensuite il doit y avoir véritablement la prise en compte de l'individu au centre de chaque formation. Et là, c'est un véritable challenge pour se dire qu'en 2024, après les Jeux, qui j'espère seront une réussite, eh bien, nous aurons lancé et ouvert les métiers de la sécurité avec une vision totalement différente de celle que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est-à-dire pas uniquement des métiers qui sont
des métiers liés à une impasse et qui ont du mal à attirer les gens. Je dis ça parce que c'est vrai au niveau des formations de bas niveau de qualification, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais c'est vrai aussi pour un certain nombre de métiers où les qualifications sont beaucoup plus importantes. Cette difficulté, ce challenge qu'il va falloir relever, finalement, il est directement lié à l'évolution des carrières de la cyber. Donc, en fait, des formations qui seront utilisables par des agents, ce qu'on appelle les agents de sécurité 2.0, pour être en mesure, à terme, de piloter, ne serait-ce que déjà pour les Jeux Olympiques, mais évidemment après, piloter des drones de surveillance ou bien des robots rondiers. Ces opportunités d'évolution de carrière se dressent dans des domaines tout à fait connexes de la cyber. Hein. C'est pas directement de la cybersécurité, mais c'est en lien puisque ça va permettre de faire une sécurité globale. Comment en fait ces publics pourront-ils bénéficier à votre avis, c'est une question, j'ai bien compris que c'était un challenge, mais c'est une question ouverte. Comment ils pourront bénéficier d'un statut spécifique, d'un accompagnement spécifique avant et après les JO? Est-ce que ça... L'objectif, on l'a compris, effectivement, c'est de former pour des gens qui auront une pérennité dans l'emploi, même si après ils changent de métier, mais qui auront déjà ont pu utiliser leurs connaissances pour faire autre chose. Et la formation sera très différente. Enfin, pour moi, la formation qu'on est en train de préparer sur mon territoire sera très différenciée avec des formations initiales liées à l'existence d'un bac pro agent de sécurité, des formations initiales liées avec l'éducation nationale sur, par exemple, les transporteurs, puisque nous aurons besoin de chauffeurs de bus pour les Jeux, 12 millions de personnes à transporter environ. Hein. Et bien, les formations de chauffeurs de bus qui ont lieu actuellement, qui se déroulent actuellement, elles peuvent avoir des compléments, des modules complémentaires en sécurité. Par exemple, comment réagir en cas de prise d'otage, sans mettre en risque, mettre le moins en risque possible les personnes transportées. Comment réagir en cas de crise sanitaire. On a vu hélas, dans les mois derniers, qu'on n'était pas forcément préparé à de bonnes réactions en matière de crise sanitaire. Donc, si vous voulez, dans chaque formation, c'est formation initiale, mais formation continue, on peut avoir des gens qui entrent, bien sûr, évidemment, à travers, par exemple, du CNAM, pour avoir des formations différenciées sur la cybersécurité, par exemple, mais aussi des formations liées aux reconversions. Je pense, par exemple, aux militaires qui ont des carrières courtes et qui, au bout de 8 ans, vont retourner à la vie civile avec parfois une vision qui est assez limitée de ce qu'ils peuvent faire et comment utiliser les compétences qu'ils ont acquises pendant cette période-là. Donc, que ce soit des militaires, que ce soit les gendarmes sont aussi évidemment, dépendent aussi du même ministère, et que ce soit les policiers, nous avons besoin là aussi de redonner une deuxième carrière à ces personnes. Donc là, par un certain nombre de modules spécifiques, en cybersécurité ou simplement en sécurité sur d'autres sujets, ou en formation drone, ou en formation de vidéo, etc. Nous avons la possibilité d'adapter ces formations aux besoins et en fonction des besoins de l'armée. Il faut savoir qu'on a à peu près 15 000 personnes qui quittent chaque année les rangs de l'armée, de la police, etc. Et donc ces gens sont prêts à être, excusez-moi le terme, mais utilisables, directement employables, même j'aime pas le terme, mais employables dans des sociétés, à condition, parce que leur métier c'était pas celui-là, de leur donner les modules nécessaires pour accomplir leur nouvelle tâche. D'accord. Formation par alternance aussi. On a un BTS par alternance qui va se mettre en place. Formation de haut niveau. Là, actuellement, je travaille avec le groupe Thalys Business School qui envisage aussi de former des bachelors et des Master 1, Master 2 en management en particulier pour ces métiers-là. Donc, et là aussi, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils peuvent ensuite, bien évidemment, migrer vers d'autres métiers. C'est possible aussi. Rester dans le métier ou migrer. L'objectif, c'est de développer et de donner un horizon à chaque personne. Je vois donc que vous avez commencé déjà avec des mesures à relever le challenge. Oui, bien sûr. Et les premières formations de reconversion devraient débuter avant la fin de l'année.
Ah, super. Sur des formations de reconversion de gendarmes et de militaires. Alors justement, vous avez évoqué la crise sanitaire, et donc on peut considérer qu'en pleine préparation, finalement, tous ces engagements, tous ces déploiements de projets ont été touchés de plein fouet par la crise. Alors moi, je me posais une question, puisque cette crise finalement arrive et a développé le télétravail, enfin l'utilisation d'outils numériques, que en même temps les jeux finalement veulent être les plus numériques possibles, et que la cybersécurité finalement a joué un rôle très important dans les bonnes pratiques du télétravail pour protéger les télétravailleurs. Finalement, dans tout ça, est-ce que cette crise sanitaire ne permettrait pas d'être une sorte de prémisse, d'une préparation qui pourrait nous entraîner finalement à mieux faire ces jeux numériques, en tout cas au pire cas, avoir ou plutôt être un vecteur pour développer le numérique. Et du coup, est-ce que cette crise finalement est un problème? Est-ce que vous avez une vision sur ce sujet-là? Ou est-ce qu'au contraire, elle peut être une chance? Écoutez, je pense que on peut dire qu'évidemment cette crise c'est un vrai problème, mais elle n'est pas terminée et il y a encore un certain nombre d'inquiétudes à lever. J'espère que ça se fera assez rapidement grâce d'ailleurs à la science en particulier et puis à la responsabilité de chacun. Et justement, je pense que cette crise a été un révélateur. C'était un révélateur à la fois de nos forces et à la fois de nos faiblesses. La faiblesse, on l'a vu, à la fois elle est organisationnelle, elle a été sur un certain nombre de produits qui ont manqué, etc. Enfin, je ne suis pas là pour faire le procès de personne, mais faire simplement un constat qu'il y a eu différentes étapes dans cette crise qui a montré les faiblesses. Mais ça a aussi, pour moi, quand on regarde les choses, ça a montré la force. Pourquoi ça a montré la force? Ça a montré la force parce qu'on a vu que le télétravail était possible, alors qu'il y a, je dirais, moins d'un an, c'était quasiment impossible. C'était une affaire, c'était toute une histoire. Alors maintenant, il va falloir aussi voir sur l'aspect social des choses. Je veux dire qu'on s'est rendu compte que le travail était possible. Le télétravail, ça ne veut pas dire qu'on est tous isolés chacun dans notre pièce, comme on discute aujourd'hui tous les deux ensemble à distance, mais ça veut dire aussi qu'il y a des moments évidemment de rencontre, il y a aussi des moments qui font que l'entreprise c'est un tout et que bien évidemment ça ne peut pas être que du télétravail. Et puis le télétravail, c'est aussi très... dire que c'est aussi difficile dans certains milieux, dans certaines familles, où vous avez un appartement qui est petit, où vous avez peu d'écran, etc. Donc il faut tenir compte aussi de cela. Mais ça a été un révélateur de nos forces et nos faiblesses. Si nous arrivons à avoir un peu des connexions rapides et puis des possibilités d'acquisition d'écrans, etc., sur l'ensemble de notre population, je pense que c'est un vrai défi, une chance qu'on aura eu d'apprendre. Peut-être un peu rapidement et à nos dépens, hélas, mais d'apprendre que finalement le numérique pouvait aussi apporter, à la fois dans nos foyers, mais aussi dans nos entreprises, un moyen de continuer à travailler. Je ne sais pas comment pour vous ça s'est passé. Pour moi, mes assistants, mon équipe a continué à travailler en télétravail. Et puis on essayait de se rencontrer, pas forcément tous ensemble, mais de se rencontrer régulièrement pour évidemment échanger de façon plus directe. Et ça prouve que c'est possible, et à condition, là aussi, qu'il n'y ait pas de fracture numérique. Je pense à l'ancien président qui nous a parlé de cela, mais la fracture numérique qui existe encore, hélas, il faut réduire cette fracture numérique le plus rapidement possible. Mais dans le même temps, il faut aussi que la cybersécurité progresse de façon à ce que cette limite, évidemment, protège quand même nos concitoyens. Et on voit bien que le nombre d'attaques qu'il y a eu l'an dernier, c'est par millions. Hein. Et ces cyberattaques montrent qu'il y a encore des trous dans la raquette. Eh oui. Et par rapport, en fait, à des territoires un peu retirés, qu'on qualifie parfois de désert, justement, est-ce que cette capacité que le numérique, en même temps couplé avec des perspectives de cybersécurité dont on a parlé tout à l'heure, n'est pas aussi finalement en train de réduire une fracture numérique dont on parle moins, qui est celle des zones blanches, en fait, des territoires qui sont un peu éloignés. Et est-ce que vous avez une vision sur cette question? Écoutez, j'étais
récemment encore une vice-présidente de la région Grand Est, et la région Grand Est a opté pour fibrer, excusez-moi le terme, mais c'est fibrer l'ensemble de la région, en 2022, je crois que c'est la fin de la... Et on est parti sur une expérimentation qui avait été faite sur l'Alsace, et à l'époque avec le président Philippe Richert, et qui avait mis la fibre partout, y compris dans des maisons isolées dans la montagne vosgienne. Et aujourd'hui, le développement se fait assez rapidement. Et je pense que nous serons au Grand Est en 2022 la première région totalement reliée à la fibre optique, et donc un développement avec un accès facile et à des prix relativement bas, dans la mesure où les départements participent également à la connexion de leurs concitoyens. Donc un réseau de l'information peut-être plus développé que celui du réseau routier, si je comprends bien. Oui, a priori, oui, puisqu'en fait les hameaux les plus éloignés seront reliés directement à la fibre. Et vous savez, on le ressent déjà. Je me souviens quand le TGV a été installé et qu'il est arrivé jusqu'à Saint-Dié, dans le fond de vallée de la Meurthe, et il est arrivé à Saint-Dié sur une voie unique, c'est le seul d'ailleurs en France. Quand ce TGV est arrivé, c'était en 2007. Et on s'était dit, le TGV va nous amener finalement une nouvelle clientèle, etc. Et en particulier les Parisiens, etc., qui vont venir, puisqu'on est maintenant à 2h30 de Paris. Finalement, ça n'a pas forcément été le cas. On n'a pas eu cette poussée très importante. On a eu un développement qui s'est fait, mais qui s'est fait relativement doucement. Et là, je pense à cette année où on a eu tous vécu cette crise sanitaire, et où finalement on se rend compte que beaucoup de gens ont tendance à s'éloigner des métropoles et à vouloir finalement vivre un peu plus à la campagne, à condition bien sûr d'avoir une école, d'avoir un certain nombre de services. Parfois ils sont d'ailleurs très exigeants, mais on voit des installations de personnes qui viennent maintenant en famille pour quitter finalement cette ville où ils se sentent enfermés, ils se sentent prisonniers, ils se sentent finalement à merci d'ailleurs des virus à venir. Et ce qui d'ailleurs a eu des conséquences aussi sur l'immobilier. On a vu monter, ces derniers mois, on a vu monter le coût de l'immobilier, on voit des choses qui bougent, qui changent, mais ça veut dire aussi que les gens sont prêts à abandonner parfois des services plus importants dans la ville, dans les métropoles, pour avoir une qualité de vie qui soit meilleure, en gardant bien évidemment la possibilité de leur emploi. Ce qui n'est pas possible pour tout le monde, soyons aussi faire le constat. C'est réservé à un certain nombre de personnes en fonction des différents métiers qu'ils exercent. D'autres seront toujours obligés de prendre le métro le matin et continuer à le travail. Certains métiers, en effet. Très bien, donc on a abordé pas mal de sujets et de perspectives autour des évolutions d'emploi. Finalement, la question pour laquelle on était venu et on s'était rencontrés, c'était de voir dans quelle mesure la crise sanitaire a pu avoir un impact sur la planification des Jeux. Donc, pour vous, quelle situation actuelle par rapport aux Jeux? Oui, par rapport aux Jeux, les Jeux sont programmés 2024 et je pense qu'il faudrait vraiment faire une fête extraordinaire pour qu'ils ne se déroulent pas en 2024. Ceci étant, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux, mais je pense que d'abord, il faut avoir une volonté. Il faut avoir une volonté, c'est de dire qu'en 2024, eh bien, nous aurons pris toutes les mesures pour non seulement éradiquer le phénomène que nous subissons à l'heure actuelle, sanitaire que nous subissons à l'heure actuelle, mais également pour avoir préparé l'avenir. Donc je pense qu'effectivement, moi je souhaite qu'effectivement que ce soit le cas, et qu'en 2024, eh bien, nous soyons prêts et pour des jeux qui soient effectivement des jeux numériques et des jeux pour lesquels la cybersécurité répondra aux besoins qui vont être ceux des jeux et qui sont des enjeux extrêmement importants en termes de sécurité des personnes, mais en termes de sécurité de l'État aussi également. Je pense qu'il faut que nous ayons cette vision qui soit une vision globale, à la fois individuelle, à la fois des entreprises bien évidemment, et à la fois au niveau de l'État et des États qui y participent. C'est bien.
Donc en fait, vous avez dressé comment dire, des perspectives très favorables pour ces métiers de la cybersécurité qui vont se développer de façon très importante. On voit bien que ça va couvrir l'ensemble du territoire, ça va concerner des populations très diversifiées, des métiers actuellement également très différents. On voit également que ces reconversions qui vont, là par contre, qui vont être un véritable challenge puisqu'elles vont devoir s'effectuer de façon très intense pour ces prochaines années. On voit aussi qu'on a pensé aux carrières, au plan de carrière des personnes, soit pour qu'elles restent, qu'elles se fidélisent en cybersécurité, ou au contraire qu'elles puissent acquérir des connaissances qu'elles pourront réutiliser par ailleurs. Je vous remercie en fait d'avoir dressé ces perspectives. Et donc, vous avez une conclusion peut-être à nous apporter. En conclusion sur l'ensemble de ces questionnaires, oui, d'abord, je crois personnellement que la sécurité, c'est un besoin, d'abord pour notre société, et c'est aussi une demande forte de nos concitoyens. Qu'ils soient donc une personne, une famille, on le voit bien très bien, que ce soit une entreprise, et on le voit très bien aussi, parce que regardez le nombre de choses que l'on reçoit chaque jour sur nos portables, nous demandant de remettre à jour nos cartes, je ne sais quoi. On voit bien que c'est sans arrêt, il y a un développement de cette sécurité. Donc ça répond à un besoin, ça répond à une nouvelle société qui effectivement dépend et est très liée, en fait, très liée au numérique. Et je crois que lorsque l'on balaye les formations telles qu'on a pu les décrire à l'instant, les possibilités de formation, je pense que dans toutes ces formations, quel que soit le niveau, il y a du numérique. Et il y aura obligatoirement ce numérique, là aussi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il va descendre jusqu'au niveau des agents de sécurité, etc., de base, et ce n'est pas du tout péjoratif, hein, parce que ça peut être le début d'un parcours. Et je pense que plus on arrivera à mettre du numérique dans ces formations, et plus on arrivera à tirer vers le haut les métiers, et donc finalement donner aux personnes que nous accueillons, que ce soit en formation initiale, que ce soit en alternance, que ce soit en formation continue, ou que ce soit en reconversion ou reclassement, et bien donner à ces personnes un espoir, une vie, en disant, mais dans le fond, voilà, demain, j'ai fait ceci pendant tant d'années, mais je suis capable de faire autre chose, et je vais partir vers d'autres métiers. Et puis peut-être qu'à l'inverse, certains qui seront rentrés dans la cybersécurité, eh bien partiront vers eux aussi, vers d'autres métiers, mais en ayant toujours acquis un certain nombre de connaissances, un bagage et une qualité de vie. Je crois que si nous arrivons à cela, eh bien nous aurons répondu, vous et moi, je pense, surtout vous d'ailleurs, finalement, aux besoins de la société. Monsieur le député, je vous remercie. Merci madame, et puis bonnes assises, donc bonnes assises ce 17 septembre, voilà, et en souhaitant vous retrouver sur le terrain, je veux dire, avec le CNAM, dont j'ai été un administrateur il y a déjà bien longtemps, et vous retrouver sur le terrain parce que je considère que le CNAM a toute sa place dans le développement du projet que nous menons actuellement et que nous espérons là aussi contribuer avec vous, avec l'ensemble des acteurs, à ce que nos Jeux de 2024 se passent très bien, mais que d'un autre côté, eh bien, après 2024, il y ait véritablement un nouveau challenge qui soit celui de la pérennité de l'emploi et de la découverte probablement de métiers dont nous ignorons encore aujourd'hui lesquels ils seront dans la mesure où les cybercriminels ne manquent pas eux d'idées. Donc, devons avoir en face les réponses. Hélas, en tout cas, le CNAM sera ravi de vous accompagner également. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, madame.